pensais qu'on a 10 000 On voit rien. spectateurs. 1, 2, 1, 2. Attends 2 minutes. Oui, tu vois, il y a des gens arrivent, il y a encore des... Non, bon, rien, mais c'est pas grave. C'est pas facile. Et je pense que du point de vue énergie, c'est pas formidable. C'est pas des LED. Hein. Non, c'est ce que j'allais dire. Donc c'est toi qui nous lance, hein, Thierry. Il serait 8 heures là déjà. On abordera les solutions. Il faut qu'on aille vite. Le problème, c'est qu'on ne voit pas le public. Bah si tu descends. C'est ça que En fait, c'est très très fort ça. C'est fort. Ouais. Donc ça sera une grande fête là, samedi, dimanche. C'est bien. Ouais. Non, mais c'était prévu aujourd'hui, moi. C'est bien aussi. Bonjour Jean. Salut Jean. Alors, on va Ouais, vous ne nous voyez pas. Salut Cécile. Moi je vois qui est, t'inquiète pas. Ouais. Vous voir. Ouais, ça va, on va voir. Interrogé, hein. 55 ce soir, je vais dormir à Angers. Vous savez ce que j'ai fait ce matin? C'est comme ça, ça me dit. t'es arrivé ce matin à Lorient. Moi j'ai une voiture qu'il faut, mais. Mais non, mais sinon on se ramène, on est pas en voiture. Pourquoi ils ont repoussé la publication de l'Alexis? Du rapport de synthèse? Parce qu'ils n'étaient pas prêts. Il n'y a pas de raison politique. Ils n'étaient pas prêts, c'est tout. Oui, ça, je pense que... Bon, puis le rapport de synthèse, moi, les 3 rapports, tu te l'as fait, la synthèse. Hein? Les 3 rapports, moi je les lis, je me fais la synthèse. J'ai pas besoin, je vais le lire, mais bon. 3 ans. Oui. Il y a des gens qui ne m'ont qu'au rapport de synthèse. Et toi, tu présides la Fondation Tara? Non, t'as quel dans la Fondation Tara, tu fais quoi? T'es directeur, je ne me trompe pas, parce que moi, voilà, je te dirais pas, oui, c'est ça, t'es directeur de la Fondation. Ah ouais.
dis, hein, c'est toi qui décides. Hein. Il est bronzé. Ça, il va bronzer. Ouais, c'est bon là. Ouais. Ouais, je sais pas. J'ai essayé, je crois que pas comme ça. Bonsoir à tous. On va demander à ceux qui arrivent de se dépêcher à s'asseoir. Et on va commencer. Donc, moi, je suis Christophe Ballet, je suis universitaire. Et je suis au conseil d'administration des Bruits du Vent, l'association qui s'occupe des aventuriers. Je suis aussi au comité de pilotage. Et à ce titre, on m'a demandé à me donner un petit mot. Alors, normalement, c'est notre présidente qui devrait parler. Mais France Masson-Ducel est actuellement à Terre-Neuve. Et donc, il lui est difficile de se téléporter. Alors, il me semble très intéressant, le sujet de ce soir est évidemment très intéressant, entre océan, il faut que je monte en haut, voilà, mais je vais bronzer comme vous, entre océan, climat, vivant, enfin des tas de choses qui nous intéressent tous. Alors, un grand merci d'abord à nos deux orateurs, à Thierry qui a accepté de faire l'animation, un grand merci à tous ceux qui ont permis à ce que cette soirée se passe, et revenez pendant tout le week-end à ce festival. Il y a plein d'animations, il y a plein de rencontres, il y a évidemment l'arrivée de Tara, mais il y a plein de choses. Demandez le programme si vous ne l'avez pas, ou regardez sur Internet. Internet, vous avez des tas de choses fort intéressantes. Alors évidemment, quand j'ai eu François Masson-Ducel, qui, pour ceux qui la connaissent, fait des expéditions polaires depuis plus de 20 ans avec le voilier Vagabond, elle voit très très bien le changement climatique, elle voit très très bien l'évolution des packs de glace. Et il nous semble important de pouvoir aborder ces sujets, mais même si c'est un petit peu angoissant, des fois. Il n'y a pas que des bonnes nouvelles, évidemment. Alors on l'a abordé cet après-midi avec les étudiants. C'était intéressant sur la question de l'enseignement, comment transmettre tous ces travaux. Ce qui est intéressant, c'est de parler de vivant, mais se rendre compte que c'est l'évolution du trait de côte, c'est l'évolution de nos modes de vie, c'est notre capacité d'adaptation, c'est aussi la capacité d'adaptation du vivant, et le vivant dans le sens large du terme, et je fais référence aux travaux de Bruno Latour, qui a disparu le week-end dernier. Ce philosophe très intéressant. Donc un grand merci à tous. Ce qu'on va faire, c'est qu'il y a une série de questions qui vont être lancées au départ, animées par Thierry, et après on vous donnera la parole, vous lèverez le doigt, je serai au milieu, je vous tendrai le micro. S'il vous plaît, faites des questions courtes. Nous avons une contrainte de temps. Monsieur Jouzel a un train avant 20h. Voilà. Ça va être efficace. Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Au plaisir de vous retrouver pendant tout le week-end. Merci Christophe. Alors, bonne soirée à tous. Effectivement, Christophe l'a dit sommairement, on arrêtera notre échange à 19h25, de telle façon à ce que Jean puisse attraper son train. Voilà. On aura une contrainte sur les questions. Il faut vous dire qu'il y a une captation vidéo, ce qui fait que nous ne vous voyons pas. Enfin, on voit le premier rang et ensuite on ne voit rien. Donc Christophe, on n'est pas là, vous n'êtes pas là, je ne sais pas. Donc Christophe prendra les questions en faisant passer le micro parmi vous. Voilà. Donc nous accueillons, alors je vais les présenter très rapidement, nous accueillons donc d'une part Romain Troublé et d'autre part Jean Jouzel. Voilà. Alors vous avez très sommairement ce qu'ils font derrière moi sur l'écran de présentation. Bon, Jean Jouzel, effectivement paléoclimatologue, extrêmement connu dans son domaine. Je ne veux pas empiler les titres comme je l'ai fait tout à l'heure, mais on va dire l'équivalent d'un prix Nobel, en quelque sorte. Donc, extraordinairement impliqué dans le GIEC pendant presque 20 ans, et plus récemment, auteur d'un rapport sur la façon de sensibiliser le jeune public au sein de l'université au changement climatique. Voilà. Romain, que je connais aussi depuis fort longtemps, Romain, lui, est
je veux dire, le directeur général de la Fondation Tara, après de multiples activités, d'ailleurs des activités qui n'avaient strictement rien à voir avec la recherche scientifique, bien qu'il soit d'une formation, une double formation, une formation scientifique et une formation HEC par ailleurs. Voilà, comme quoi ça mène à tout, HEC. On va commencer, donc comme il s'agit des aventuriers de la mer, alors on va commencer par cette notion d'aventure, parce qu'on va parler bien sûr des structures, qu'il s'agisse du GIEC ou qu'il s'agisse de la Fondation, mais on va essayer d'incarner un peu le débat pour essayer de donner un peu de chair à des gens qui sont avant tout des êtres humains. Donc je vais peut-être commencer par, je vais laisser reposer Jean, qui a déjà parlé une bonne partie de l'après-midi, parce que nous étions à l'UBS. Donc on va commencer par Romain. Donc Romain, comment est-ce qu'on passe d'un rôle d'équipier prestigieux à la Coupe de l'Amérique à celui de patron, en quelque sorte, d'une goélette qui s'appelle Tara, qui n'a rien à voir avec les bateaux de la Coupe de l'Amérique. Je sais pas trop. Bonsoir à tous et toutes. Je suis ravi d'être là. Je suis ravi d'être là avec Jean. Merci d'être venu à Lorient ce soir, aujourd'hui. Comment on passe de régatier professionnel sur un bateau de la Coupe América qui s'entraînait ici, à une époque, sur la base des sous-marins. On était seuls à l'époque, avec les goélands. À ce projet-là, écoutez, j'ai navigué pendant toute ma vie beaucoup. J'ai un père qui a fait beaucoup de bateaux, Bruno Troublé. J'ai été bercé pendant les vacances, à être toujours le rejoindre partout où il était, à faire les Jeux Olympiques, à faire la Coupe de l'Amérique aussi lui-même. Et puis donc j'ai toujours aimé la mer, j'ai toujours été en croisière en mer, j'ai eu la chance de faire ça, j'étais petit. Et puis j'étais pas du tout un businessman, j'étais plutôt un scientifique de formation, biologiste, tu l'as dit. Voilà, et puis je me suis intéressé à Tara parce que Agnès B et Étienne Bourgois, les présidents et les fondateurs de cette aventure Tara, sont de ma famille. Et puis un jour, ils ont dit tiens, on va peut-être racheter un bateau et puis peut-être lancer des missions pour reparler de la mer aux gens. Alors moi, j'étais à côté de ma Coupe América, j'ai fait aussi beaucoup d'expéditions au pôle Nord, en Antarctique, en Sibérie, sur des mammouths congelés qu'on sortait du sol. Rien à voir avec ce que fait aujourd'hui. N'empêche que je connaissais bien les enjeux de ces enjeux-là, de polaire. Et Tara est une goélette polaire. Et donc, j'ai rejoint l'aventure, au début pour l'enjeu du marin. Et puis je crois que mon engagement très fort a changé en 2009, quand ma fille est née. Je me suis mis à réfléchir au monde, au futur, à un siècle, la vie de ma fille, et non plus à 40 ans qui était mon span de vie à moi. Et c'est ce moment-là que j'ai vraiment jeté tout mon énergie dans cette aventure Tara, et que aujourd'hui je suis ravi de piloter comme ça une équipe de 35 personnes à travers le monde, avec une équipe de marins, mais aussi de gens à terre qui font un travail formidable. Alors Jean, comment est-ce qu'on devient grand chercheur, émérite, médaille d'or du CNRS? Merci Thierry. D'abord, dire que le plaisir est partagé d'être avec toi, d'être avec Romain, et avec vous tous et vous toutes, mais on ne vous voit pas. Mais vous êtes là, donc c'est très simple. Non, moi j'ai vraiment une carrière de chercheur avant tout. Donc moi je suis breton quand même, donc je suis de la terre. Voilà, donc voilà, j'ai eu la chance, j'avais envie de faire de la recherche. On m'a proposé un sujet de recherche sur la formation de la grêle, et pendant ce temps-là, j'ai eu la chance, Claude Lorius, glaciologue déjà célèbre à l'époque, venait au laboratoire apporter ses échantillons. Je me suis assez rapidement orienté vers les recherches en région polaire, Groenland, Antarctique. Notre objectif était collectivement, bien sûr, d'apprendre des données du passé sur les mécanismes du climat, et cela, ça m'a, irrésistiblement emmené vers le climat du futur. Donc, en fait, l'évolution du climat, il y a une continuité entre son évolution passée, son évolution future, sauf que nous, on est venu un peu troubler la mécanique des choses. Voilà, donc je me suis intéressé progressivement au climat du futur, j'ai continué ma carrière de chercheur. Voilà, et maintenant, j'aime bien... je me suis effectivement impliqué pendant une vingtaine d'années dans le GIEC, tu l'as dit, et je pense vraiment que ce climat du futur, c'est quelque chose sur lequel on doit échanger, et dans ce climat du futur, il y a un point, c'est pas la première fois que, nous échangeons, Romain, bien sûr, parce que l'océan est très important.
C'est un peu ça le message qu'on va essayer de donner. L'océan est très important dans ces mécanismes climatiques. Il subit aussi les conséquences et on pourra en parler, bien sûr. Ça peut aussi faire partie des solutions, en tout cas. Voilà Bien un sûr. peu le message. Donc oui, je suis climatologue, mais disons l'océan m'intéresse en tant que, bien sûr, vraiment participant très fort, malheureusement, je dirais quelquefois, à ce réchauffement climatique et impacté par ce réchauffement climatique. Alors, on va y revenir. Je reviens sur Tara. L'aventure Tara, en fait, bon, il y a des tas de fondations qui existent. Pourquoi s'être intéressé rapidement à l'océan et avoir orienté toute l'histoire de Tara sur ces 11 ou 12 campagnes, je ne sais plus à combien tu en es 12, ouais. 12. Bon. Donc, est-ce qu'il y a un lien entre ces 12 campagnes? Oui, mais il n'y a pas eu de plan initial, en fait. On a fait... c'est parti d'une intuition qu'il fallait reparler de la mer aux Français, au départ, en faisant des missions d'aventures humaines, surtout, pour intéresser les gens à ce qui se passe. Et puis finalement, on a fait une mission au pôle Nord il y a 15 ans, qui était une mission qui n'a jamais été faite depuis 120 ans, qui était la mission du Fram, dérivée dans la glace au pôle Nord. On a commencé à interagir avec les scientifiques à ce moment-là, et puis après on a rencontré des gens, et en fait, la route de Tara, elle s'est faite au fur et à mesure. Les gens qu'on a rencontrés, on a rencontré un chercheur qui s'appelle médaille d'or du CNRS aussi, Eric Carsanti, biologiste cellulaire, incroyable, qui aurait pu être prix Nobel aussi. Et puis on s'est intéressé avec lui aux enjeux de la diversité des océans, l'invisible, tout ce qu'on ne voit pas dans la mer et qui est capital pour la vie de l'océan, on va en parler après. Et puis après, en faisant ça, on a croisé dans cette mission de 3-4 ans autour du monde, on a étudié des récifs coralliens, on a découvert à quel point on était ignorant de ces récifs coralliens qu'on avait croisés. Et du coup, c'est ce qui a donné naissance à une mission sur le corail 4 ans plus tard, où on a investi 3 ans de Tara pour la connaissance des récifs coralliens. Et puis en projetant du plancton dans la mer, avec des filets beaucoup plus petits que les filets des pêcheurs, 0,3 mm de maille. On connaît bien la maille ici à Lorient. On pêche beaucoup de plastique, et donc on s'est intéressé beaucoup au plastique, d'où il vient. On s'est intéressé au fleuve, du coup, pour savoir... En fait, tout ça, Tara avance, en fait, au fur et à mesure de ses aventures, de ce qu'on se constate, de ce qu'on voit, des questions qu'on se pose et qui déclenchent les projets suivants. Et donc, c'est assez une itération, c'est très scientifique, finalement, c'est très itératif, en fait, et questionnement, et essayer d'y répondre. D'accord. Et la dernière mission consacrée au microbiome, tu peux en dire quelques mots? Et la dernière mission, effectivement, il y a 10 ans, on était parti sur une mission de 4 ans autour du monde, ça s'appelait Tara Océan. On était parti à la rencontre de ce peuple invisible de la mer. On ne savait pas trop qui était là. On a découvert des centaines de milliers d'espèces. On a découvert 95% des virus marins, cette mission-là. On a découvert, qu'on connaît aujourd'hui. On a découvert 140 millions de gènes. Vous êtes fait, vous et moi, de 20 000 gènes chacun. On a découvert 140 millions de gènes ADN en mer. On ne sait pas pourquoi ils sont là. Ils ne ressemblent à aucun gène qu'on connaît déjà. Donc on a vu qui était là. Et avec cette mission, 10 ans plus tard, c'est de comprendre, essayer de documenter, de comprendre, c'est très complexe, comment ça fonctionne en fait. Comment cette communauté, parce que c'est une véritable communauté, de virus, de bactéries, de microalgues, nous rend des services incroyables, comme l'oxygène produit sur la planète, une partie elle est faite par ces microbiomes. La captation de carbone dans la chaîne alimentaire passe à un moment donné par tous ces micro-organismes chaque jour. Les protéines, ces organismes ont la magie de transformer les nutriments de la mer avec l'énergie solaire en matière organique disponible pour toute la chaîne alimentaire et les poissons qui suivent. Et donc comment ça va changer, comment ça marche déjà, et comment on peut prédire le changement, l'impact de changement climatique sur ces écosystèmes, sur ces fonctions d'écosystèmes. Il y a vraiment cette notion de fonction d'écosystème qui est importante. Je pense à bien se comprendre que la biodiversité autour de nous, elle n'est pas que belle, elle n'est pas que là pour faire joli, elle est indispensable, vitale pour tous les êtres vivants de la planète. Et donc, c'est de comprendre comment ça va changer dans le futur. Avec la pollution chimique, la pollution plastique, le changement climatique, c'est d'arriver à prédire des choses, un peu savoir où on va. Alors Jean, le GIEC. Parlons du GIEC parce qu'il y a un certain nombre de questions. On a affaire ici à un public à la fois de connaisseurs, mais de gens totalement néophytes qui ont envie de comprendre. Alors le GIEC, de quoi ça parle? Qui participe au GIEC? Quelles sont les études? Mais Thierry, tu me permets de saluer quand même la qualité des travaux de Tara. 2 secondes, parce que, disons, le juge de paix dans nos domaines, ce sont quand même les publications, et vraiment, j'ai été émerveillé, en tout cas, donc, tous ces travaux sur la biodiversité qu'on donnait vraiment, qu'on était à l'origine de toute une série de publications dans Nature, dans Science, et c'est assez formidable. Donc, je tiens à saluer ça parce que
pour nous, je vais répondre à ta question Thierry, c'est pas ça. Mais pour nous, scientifiques, c'est comment on fait quand même de l'aventure, il faut bien le dire, et de la vraie science. Et c'est ça qui est quelquefois difficile. Hein. Donc, mais je tiens à le souligner parce que, je veux dire, c'est très important. Hein. Disons, la science qui a été faite grâce à Tara est vraiment de tout premier niveau. Donc pour le GIEC, Thierry, j'y reviens. Donc effectivement, eh bien, en gros, qu'est-ce qu'on fait par nos activités ? On modifie notre environnement. En particulier, on modifie la composition de l'atmosphère. Et en premier lieu, alors je vais parler des gaz à effet de serre. Donc c'est cette capacité qu'ont certains composés de piéger une partie du rayonnement solaire une fois qu'il a été réfléchi à la surface de la planète, c'est-à-dire sur le chemin du retour. Faisons simple. Et eh bien, certains de ces composés, alors le premier gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau, mais on n'en change pas directement la quantité dans l'atmosphère. Mais ce n'est pas le cas pour le dioxyde de carbone, le gaz carbonique. À chaque fois qu'on brûle du pétrole, du gaz, du charbon, voilà, on met du gaz carbonique dans l'atmosphère. On met aussi du méthane à travers du protoxyde d'azote. Alors c'est plus lié à agriculture, alimentation. Voilà. Le résultat, c'est que depuis 150 ans, ben, on a augmenté le chauffage d'une certaine façon très simple. On a 1% de plus d'énergie pour, disons, assurer l'équilibre thermodynamique de notre planète. C'est un peu ça. Donc, et ça, on le sait depuis. Alors, cette idée que donc, si on continue à augmenter les émissions de gaz carbonique, eh bien, on irait vers des réchauffements importants. Elle date des années 70. D'ailleurs, le pionnier, qui est Suki Manabe, a eu le prix Nobel de physique l'an dernier. C'est assez remarquable, 50 ans après, mais c'était très mérité. En 79, il y a un rapport qu'on appelle le rapport Charnay, qui nous dit si on double les quantités de gaz carbonique dans l'atmosphère, on va avoir un réchauffement important, compris entre 1,5 degré et 4 degrés. 10 ans plus tard, c'est la création du GIEC, avec comme mission, finalement, de regarder tous, disons, alors pas simplement la mécanique du réchauffement climatique, mais les conséquences du réchauffement climatique qu'on anticipe, les solutions à mettre en œuvre, la nécessité de s'y adapter. Donc, et c'est tout ça le GIEC. Alors, le GIEC ne fait pas de recommandations. Alors, c'est un organisme qui est sous la tutelle de l'Organisation météorologique mondiale, du programme des Nations Unies pour l'environnement, c'est-à-dire c'est un organisme onusien d'une certaine façon, mais son objectif n'est pas de faire des recommandations. Il est simplement de faire l'état des lieux en termes par rapport à ce qui se passe au niveau du changement climatique, de ses conséquences, y compris de ses conséquences sur l'océan. Il y a eu un très beau rapport sur l'océan, la cryosphère, il y a maintenant 4 ans, ou 3 ans, 2019. Voilà, donc, et aussi d'explorer les solutions. Notre objectif, c'est de donner aux décideurs politiques, enfin c'est notre espoir, les arguments pour qu'ils puissent prendre leurs décisions. Ces décideurs politiques, je vais être court, se retrouvent dans ce qu'on appelle la Convention climat, les COP, chaque année. Cette année, la 27e sera à Sharm el-Sheikh. Et effectivement, même s'ils écoutent un peu le GIEC, il y a quand même pas, il y a un fossé entre ce qu'il faudrait faire et ce qu'on fait. C'est un peu ça. Et nous y reviendrons probablement, mais l'océan est, disons, en souffre et puis est au cœur de cette machine climatique. Est-ce qu'il est, d'une certaine façon, vous êtes tous les deux des observateurs? J'ai presque envie de dire que l'un fait de la recherche fondamentale, l'autre fait de la recherche appliquée. Non? Vous faites tous les deux de la recherche fondamentale? Ouais. Et puis nous, on est un peu... Lui, il est passeur de connaissances, il passe son temps à faire des conférences. Nous aussi. Et nous, on a aussi, à côté de Tara, toute une activité de partager cette aventure et ces questionnements, qui sont très importants, je pense, aujourd'hui dans la société. J'entends Jean qui nous parle de cette espèce de réserve qu'a le GIEC. Il constate. Est-ce que ce n'est pas compliqué de rester dans le constat pour ne pas laisser place à de la déception, éventuellement, de voir les choses qui avancent pas suffisamment vite? Et est-ce que ce n'est pas compliqué de ne pas passer à l'action à un moment donné? Alors, je crois que finalement, en tant que scientifique, je n'ai pas tellement de déception. Par exemple, le constat du GIEC par rapport à, disons, on devient conscient que pour que les jeunes d'aujourd'hui puissent s'adapter au réchauffement climatique, il vaudrait mieux limiter le réchauffement à 1,5 degré par rapport au pré-industriel. On a déjà pris 1 degré, un peu plus. Donc, si on veut limiter le réchauffement climatique, il faut que l'effet de serre arrête d'augmenter
Et c'est ça qu'on appelle neutralité carbone. Plus vous êtes ambitieux en termes de niveau de stabilisation, plus il faut que la neutralité carbone, disons, se concrétise rapidement. Dans l'accord de Paris, on mettait l'accent sur une limitation du réchauffement climatique à 2 degrés, une neutralité carbone dans la deuxième partie du XXIe siècle. Depuis Glasgow, donc le rapport 1.5, dans lequel ma collègue Valérie Masson-Delmotte a joué un rôle important, nous dit que ça serait quand même plus facile pour les jeunes d'aujourd'hui de s'adapter au réchauffement s'il était limité à 1,5 degré plutôt qu'à 2 degrés. Alors c'est très difficile, mais c'est quand même un constat vu de notre fenêtre. Et cela, ce qui est intéressant, c'est que cette neutralité carbone, 3 ans après ce rapport, à Glasgow, il y a 120 pays qui l'ont affichée d'une façon ou d'une autre. C'est le cas en France. Dans la loi, on cherche neutralité carbone en 2050. Donc on ne peut pas dire que le GIEC n'est pas servi, puisque 3 ans après, c'est dans la loi, c'est adopté par l'Europe, c'est adopté aux États-Unis, 2060 par la Chine. La déception, elle n'est pas tellement entre cette transmission du message scientifique vers les décideurs politiques, elle est entre les textes et la réalité. La réalité, c'est qu'on va vers 3 degrés dans la deuxième partie de ce siècle de façon irrémédiable, sauf si on change complètement de trajectoire. Mais aujourd'hui, on sait qu'on a 2 fois trop d'émissions en 2030 par rapport à ce qu'il faudrait pour rester sur 1,5 degré. Donc ce que je veux dire, ma déception, elle est plus au niveau du citoyen qu'au niveau du scientifique presque. Voilà, je ne sais pas si je suis clair, Si, mais bien sûr. au niveau du scientifique, on a l'impression que le GIEC a été utile. Alors peut-être Romain, tu vois ce que je veux dire, mais voilà, on aurait pu faire mieux. Mais l'idée de ne pas faire de recommandations, l'idée que les décideurs politiques s'appuieront sur le GIEC pour prendre leurs décisions, marche bien dans les textes, il ne marche pas dans la réalité. D'accord. Bon, on va faire un peu de science de base pour essayer de comprendre ce sur quoi tout le monde est d'accord ou tout le monde n'est pas d'accord. Bon, première question, tout le monde est d'accord aujourd'hui qu'il y a un réchauffement climatique. Ça ne pose pas de questions à personne. Une certitude. C'est une Et certitude. puis pour ceux, alors je ne vais pas être trop long, mais pour ceux qui ne sont pas convaincus, l'élévation du niveau de la mer en est le meilleur D'accord. indicateur. C'est-à-dire D'accord. 90% de l'énergie supplémentaire va dans l'océan, et cette élévation du niveau de la mer, double indication du réchauffement, l'expansion thermique, l'océan se dilate, et puis la fonte des glaciers. Donc là, vraiment, c'est très clair pour ceux qui sont au bord de la mer. Y a-t-il encore une contestation sur le fait que l'homme y soit pour quelque chose ? Allez. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui voient leur propre vérité, leur propre réalité de plus en plus. Donc il y a beaucoup de gens, il y a encore des gens qui pour se rassurer aussi, je pense. C'est humain en fait, de se dire que c'est pas de leur faute. Je pense qu'il y a aussi une part d'humain dans tout ça. Oui. C'est se protéger en fait. Tu vois, Jean. C'est vrai, mais pour la communauté scientifique, c'est désormais une certitude. Ça, c'est c'est ça sûr. qui est important. Ouais, ça, c'est sûr. Mais Romain a raison, cette certitude, elle n'est pas partagée, ou pas suffisamment. Mais pour nous, c'est une certitude. L'homme, non seulement les activités humaines sont responsables du réchauffement climatique, mais on peut expliquer quasiment l'ensemble du réchauffement climatique, plus de 1 degré, par les activités humaines. On peut expliquer l'accélération de l'élévation du niveau de la mer par les activités humaines. On peut expliquer l'intensification des vagues de chaleur par les activités humaines. C'est très clair. Alors, si on se focalise maintenant sur le sujet, c'est-à-dire le lien entre réchauffement climatique et océan, qu'est-ce qui est sûr et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Alors, ouais, attends, vas-y, Romain. Romain. Ouais. Bah, moi d'abord, mais C'est toi le je climatologue. pense qu'on en est conscient. C'est d'abord on va parler du rôle important de l'océan. Un Lorientais sait que ce qui se passe sur l'océan, c'est quand même important pour le temps qu'on a tous les jours et notre climat ici. Alors, on parle d'un climat tempéré, on a la chance d'avoir le Gulf Stream. On voit bien que quand on parle de climat ici, on va parler de quelque chose qui est concret. Le lien avec l'océan est tellement évident que ça s'impose. Mais il y a d'autres régions où c'est plus crucial. Par exemple, dans les régions tropicales et équatoriales, il y a ce phénomène El Niño qui n'est pas tous les ans, mais dépendant de l'existence, on parle de El Niño, La Niña. El Niño, c'est quand une partie du Pacifique est plus chaud que sa valeur moyenne, ça change complètement la répartition des précipitations sur la ceinture équatoriale et tropicale. C'est essentiel pour eux. Troisième point, je ne vais pas être trop long, les cyclones, eh bien, on voit bien qu'un cyclone naît, alors c'est une condition nécessaire, dans des régions très chaudes. Donc on voit bien le rôle vraiment très important de l'océan sur le climat. Romain ?
Non, je peux compléter. Et l'océan est 71% du globe en surface. Donc l'échange entre l'atmosphère et l'océan est très important. On vit finalement sur un archipel, nous les humains, sur les continents. Et cet océan absorbe 90% de cette énergie. Il s'est réchauffé jusqu'à 700, 800 mètres de fond. Pas beaucoup, des dizaines de degrés. Mais pour ce volume d'eau, le chauffer de dizaines de degrés, c'est une énergie colossale qui a été absorbée, évidemment. Et on voit bien que cet océan monte. Il est déjà monté de 3 mm par an à peu près en moyenne depuis 30 ans. C'est pas beaucoup 3 mm, vous allez me dire. Mais bon, chaque année, ça finit par faire. Ça s'accélère un peu, je crois. Plus il y a de CO2 dans l'atmosphère, plus l'océan devient acide. Là, je vais vous faire un tableau un peu noir. Il devient un peu plus acide. Il est basique, l'océan. Il n'est pas pH acide, ne vous inquiétez pas. Mais il va devenir un peu moins basique qu'actuellement. Et ça a un effet sur les organismes marins qui dépendent de leur coquille en calcaire. Dans votre douche, quand vous voulez virer le calcaire de votre douche, qu'est-ce que vous mettez dedans? Un peu d'acide et puis ça dissout tout le calcaire. Donc c'est pas une très bonne chose pour les organismes marins qui vont peut-être encore exister, mais que la prédation va changer, puisqu'ils pourront être mangés, alors qu'il n'y a plus de coquilles, ils pourront être vulnérables, etc. Donc ça change un peu tous les équilibres biologiques de l'océan. Et comme ça, il y a beaucoup d'autres de phénomènes qui se passent avec la réponse. Et en plus de ça, il y a un effet cocktail, parce qu'il y a un changement climatique qui monte la température, et en même temps, il y a des pollutions terrestres, telluriques, du plastique, de la chimie, etc. Donc il y a un effet cocktail qu'on observe bien sur les récifs coralliens d'ailleurs, où finalement le changement climatique, c'est peut-être 50% du stress des récifs coralliens. L'autre 50%, c'est ce que font les îliens sur leurs îles. On est passé avec Tara dans plein de pays du Pacifique, et on a vu des barrières de corail des Samoa, par exemple, complètement mortes, 95% mortes. Ils ne savaient même pas que la barrière était morte, mais ils élèvent des porcs sur l'île, ils ont tout coupé les arbres, ils élèvent des porcs qu'ils exportent en Chine, et ils importent des poulets de Chine. Et donc, tout ce lisier du porc va dans le lagon, et a complètement tué le lagon, en fait, en plus du changement climatique. Donc, vous voyez, c'est pas que le changement climatique, il y a cet effet cocktail qui est un effet pour l'océan. Un des problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a trop de pression. Ouais. Sur l'océan, le niveau de connaissance que l'on a du fonctionnement de l'océan. Le Monde vient de publier un supplément, et il y a une sorte de préface là, où l'auteur de la préface distingue quatre mondes dans l'océan. Il dit il y a le monde de la surface, qui est assez bien connu, avec les activités humaines, la pêche, le commerce. Ensuite, il y a la colonne d'eau. Alors, la colonne d'eau, sur la fosse des Mariannes, c'est 11 000 mètres. Et là, finalement, on ne sait pas grand-chose. Il y a les fonds sous-marins qui sont très peu cartographiés. Et puis, il y a tout ce qui se passe sous les fonds sous-marins. Et là, on ne sait quasiment rien. Donc, est-ce que ce réchauffement climatique peut avoir un impact mesurable? Et comment peut-on le mesurer alors qu'on sait finalement assez peu de choses sur les éléments que je viens de citer? Alors, ce que l'on mesure, effectivement, ce sont plutôt les propriétés de la surface. Ensuite, on a tout un ensemble de bouées qui montent et descendent. Donc, depuis une vingtaine d'années, une quinzaine d'années maintenant, on a quand même plus d'informations, par exemple, sur la colonne d'eau et sur le contenu thermique de l'océan. L'océan absorbe de plus en plus de chaleur et, disons, ça se voit très bien, ça c'est bien cartographié. Sur la vie océanique, on a quand même beaucoup à faire, me semble-t-il, à partir, en tout cas, sur les grandes profondeurs. Sous le sous-sol, sous le sous-sol également. Bon, par exemple, c'était, moi, ma jeunesse, une grande découverte quand j'ai commencé. Alors, il se fait que les personnes de mon labo s'y intéressaient, Liliane Merliva, donc aux fumeurs noirs. C'est une découverte, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des volcans sous-marins. Donc voilà, ça a été découvert dans les années 80. Enfin, j'étais pas directement impliqué, mais c'était vraiment les gens du laboratoire qui travaillaient là-dessus. Donc voilà, il y a toujours des découvertes, mais il y a beaucoup à comprendre sur les fonds marins, me semble-t-il. Et il y a aussi les régions côtières qui demandent beaucoup d'attention, disons en tout cas, qui sont d'une fragilité. Leur fragilité disons, pose question. Donc oui, il faut continuer. Nous avons, par exemple, des questions qu'on se pose, je dirais, plus sur la physique de l'océan, c'est est-ce que les courants vont se modifier? Il y a cette question disons, du Gulf Stream, est-ce qu'il va se modifier? Parce que dans ces cas-là, ça pourrait avoir une influence sur le climat de nos régions, les mimosas. Voilà, les mimosas. Donc, simplement, en se limitant à la physique du climat, c'est là. Et quelque chose qu'on a découvert, c'est pratiquement la première fois que le GIEC en parle de façon aussi approfondie, on est habitué aux vagues de chaleur là, sur le continent. Ce qu'on ne sait pas,
c'est que l'océan vit ce même phénomène. C'est-à-dire qu'il y a des endroits, il y a vraiment des endroits, des vagues de chaleur, et ça, c'est très... Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent, et c'est documenté plutôt assez récemment, ces vagues de chaleur sur l'océan, qui ont des conséquences sur la vie océanique également. C'est très complexe, ouais. C'est un mouvement dynamique qui bouge tout le temps, avec plein d'espèces différentes. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on observe aussi sur les stocks de pêche. On pêchait pas le maigre devant l'Orient il y a 20 ans. Le maigre était pêché au Portugal. Maintenant, le maigre est pêché ici. Et les morues qu'on pêchait en Irlande, on les pêche à Lofoten. Donc en fait, les stocks de pêche migrent à peu près de 6 à 10 000 vers les pôles chaque année. C'est beaucoup, 6 à 10 000. Et c'est pas parce qu'ils ont froid ou chaud, c'est parce que ce qu'ils mangent change d'endroit. Parce que ce qu'ils mangent, c'est tout petit, et ça, c'est archi sensible à la température. Quand vous changez la température d'un dixième de degré dans la mer, vous changez quasiment toutes les bactéries qui sont dans l'eau. Ce n'est pas les mêmes, tout change. Et donc si les bactéries changent, finalement, tout la chaîne alimentaire un peu change. Et les bactéries, elles ne migrent pas, elles se développent là où elles sont bien, là où elles ont de quoi se développer. Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre dans ces indicateurs de changement climatique, c'en est un. Et ces observations que tu fais sur Tara, dans la mission de Tara, est-ce qu'elles sont faites par d'autres organismes? Comment est-ce que vous travaillez avec des labos? Comment est-ce que les informations recueillies, par exemple, à bord de Tara, sont exploitées derrière? Sur Tara, on n'a pas de chercheurs chez nous, dans l'équipe de 40 personnes de Tara. Je suis le seul chercheur, je pense. Je ne suis pas chercheur, moi, le seul biologiste. Mais on travaille avec, en général, une trentaine de laboratoires de 10-12 pays autour de Tara. Aujourd'hui, il y a 200 scientifiques qui travaillent sur les données Tara depuis 10 ans. Encore depuis, et je suis, à mon avis, pessimiste sur ce chiffre. Et donc tout ça, c'est public, en fait. On collecte, on est des activistes de la connaissance, nous. On collecte, on analyse dans les laboratoires pendant 2 ans, puis après on publie. Quand on publie, on donne ces données à tout le monde. Et moi, je sais que quand je vais en Chine pour préparer l'avenue de Tara, par exemple, dans 3-4 ans, je vais arriver à la plus grosse université de Chine de Shanghai, et je leur dis, voilà, je suis Tara, je voudrais vous rencontrer. Ah, mais Tara, nous, on travaille sur vos données depuis 4 ans, c'est formidable, c'est open access, formidable. Donc, ça contribue à la connaissance. Sur les données de plancton depuis 10 ans, on a publié l'équipe scientifique du CNRS, du CEA, très portée par la France quand même. On a publié 150 papiers à peu près, 150 publications scientifiques dans les journaux. Il y en a le double qui a été publié par des gens qu'on n'a jamais vus de notre vie et qui posent des questions aux données qu'on n'avait même pas imaginées nous quand on a collecté les données. Donc c'est vraiment assez formidable. En tout cas, moi ça me rend très heureux de voir à quel point le temps qui est passé en mer, ce que font les marins jour et nuit pendant des jours et des jours et des mois et des mois, ça perdure. Et là, on est 12 ans après et il y a encore une publication qui sort tous les jours, toutes les semaines. Donc c'est incroyable. Pas parce qu'on est magicien, Thierry. C'est parce qu'on est sorti en mer avec Harry Carcentier au moment où les outils sont devenus disponibles. On est sorti en mer pour étudier ce microcosme avec des outils de la génomique. Vous connaissez tous l'ARN messager maintenant avec le Covid, c'est super sympa. On a fait un gros bond en avant dans la connaissance de l'ARN et l'ADN. Bon. On a commencé à avoir des outils pour regarder ça à l'échelle de la biologie, de l'écologie, si on veut dire, en 2012. Quand on est parti chercher le plancton en 2009, ça coûtait 10 milliards d'euros de séquencer l'ADN de tous ces organismes qu'on avait rapportés. Quand on est revenu, 3-4 ans plus tard, ça coûtait plus que, entre guillemets, 10 millions d'euros. C'était impossible, c'est devenu possible. Et donc on a été les premiers finalement à révéler une base de données incroyable de data. Mais c'est des ruptures de la science qui sont aussi observées dans plein d'autres domaines. En physique, c'est pareil, qui font changer un peu la façon de voir les choses. Jean, dans les scénarios d'évolution de température retenus par le GIEC, les fameux 5 scénarios, est-ce que chacun de ces scénarios a des conséquences différentes pour l'océan? Oui, disons dans les scénarios sur lesquels le GIEC s'appuie, il y a 5 scénarios, 2 scénarios émetteurs, je dirais 2 scénarios où on ne fait pas grand-chose pour lutter contre le réchauffement climatique, 2 scénarios sobres où effectivement, si on les respectait, on irait soit vers 2 degrés, soit vers 1,5 degré, et un scénario intermédiaire. Les 2 scénarios émetteurs, alors c'est quoi les conséquences sur l'océan? Ce sont des conséquences très importantes. Le réchauffement climatique serait de 4 à 5 degrés en moyenne. Il est un peu moins important sur l'océan que sur les continents.
Donc, mais même 4 à 5 degrés, ça reste quand même 4 degrés sur l'océan dans certaines régions. Une des premières conséquences, c'est quand même l'élévation du niveau de la mer. Disons, avec un réchauffement climatique, je dirais, non maîtrisé, nous irions vers des réchauffements du niveau de la mer, des élévations du niveau de la mer de l'ordre de 1 mètre d'ici la fin du siècle, mais qui se poursuivraient vraiment sur des siècles, voire des millénaires. On pourrait atteindre jusqu'à 7 mètres à horizon 2300 et à échéance, si on maintenait le réchauffement vers 4-5 degrés pendant 1 millier ou 2 milliers d'années, on atteindrait 20 mètres d'élévation du niveau de la mer. Donc, il ne vaut mieux pas y penser. Mais donc ça, c'est un point très important. Pourquoi j'en parle? C'est parce que c'est aujourd'hui qu'on décide, je dirais, au cours des 2 ou 3 prochaines décennies, qu'on décide de ce que sera l'élévation du niveau de la mer au prochain siècle et dans les suivants. C'est cette inertie qui est très importante. Des conséquences, bien sûr, sur le climat, sur les continents Alors, il y a des îles très vulnérables. Par rapport à l'élévation du niveau de la mer, ce sont des centaines de millions d'habitants de cette planète qui sont quand même vulnérables. Ça va un peu au-delà parce qu'il y a aussi la salinisation des régions côtières. Donc, on voit bien qu'ils rendent l'agriculture très, très délicate. Donc, ça joue un rôle très important dans... Enfin, disons, il y a des conséquences. Des conséquences aussi sur la capacité d'absorption de l'océan en termes de gaz carbonique, ça peut moins absorber. Voilà, des conséquences aussi, je pense, très importantes sur la vie océanique, parce que effectivement, quand on regarde le rapport du GIEC, et c'est un peu ce qu'a dit bien sûr Romain, c'est la vitesse de déplacement des habitats est d'autant plus... je dirais qu'il y a une vitesse de déplacement des zones climatiques, et pour beaucoup d'espèces, c'est vrai sur le continent, mais c'est vrai aussi dans l'océan, beaucoup d'espèces ont une capacité de déplacement, auraient dans ce cas-là, une capacité de déplacement inférieure à la vitesse de déplacement des zones climatiques dans l'océan. Donc on voit bien la difficulté de s'adapter. C'est pas si simple. Donc après, des récifs coralliens, c'est vraiment... On craint qu'au-delà de 2 degrés, pratiquement tous les récifs coralliens soient affectés. Et Romain a raison, il y a 3 raisons. Le réchauffement lui-même, c'est-à-dire que ces récifs coralliens, ils sont habitués à une plage de température relativement limitée. Ils n'aiment pas trop qu'on aille les déranger, je dirais. Ensuite, l'acidification de l'océan. Dans ce cas-là, l'océan, à la fin du siècle, serait 2 fois plus acide qu'il n'était au début du XXe siècle. Et ça joue effectivement sur tout ce qui est forme de calcite, de calcaire, de calcite. Et ensuite, c'est une raison assez importante, ce sont dans les régions côtières, c'est vrai pour l'Australie, tu l'as mentionné, c'est vraiment la pollution qui vient des continents. Les engrais, les nitrates et tout ça affectent les récifs coralliens. Donc vraiment, c'est très important. Disons que là, malheureusement, c'est un risque qui est pour la deuxième partie de ce siècle de voir tous les récifs coralliens mis à mal. Ça ne veut pas dire que certains pourront peut-être récupérer, mais on voit bien la difficulté. Donc c'est majeur pour l'océan. Voilà. Et puis, le réchauffement de certaines régions. On se pose des questions dans nos régions, par exemple. Les événements méditerranéens, ces événements de précipitations violentes, la température de la Méditerranée est un des moteurs de ces événements qui créent des catastrophes dans les régions méditerranéennes. Les cyclones risquent de devenir plus intenses. Ce sont d'autres régions qui sont touchées. Donc, quand on décline les conséquences du réchauffement climatique dans ce cas-là, c'est vraiment très, très, extrêmement... il faut tout faire pour l'éviter. Alors, c'est beaucoup mieux à 1 ou 2 degrés, évidemment. Les vagues de chaleur sont moins importantes, les conséquences sont beaucoup moins importantes. Dans ce cas-là, on risque moins d'affecter la vie. Si on limitait à 1,5 degré, il resterait quand même au moins une partie, on imagine au moins un quart des récifs coralliens qui ne seraient pas touchés. Donc, plus on limite le réchauffement climatique, mieux c'est pour l'océan. Mieux c'est sur le continent, mais mieux c'est aussi sur l'océan. On doit tout faire si on veut que l'océan garde sa capacité de régénération, sa capacité énorme de vie. Romain l'a dit on discutait tout à l'heure des pêches au-delà on parle d'upwelling dans ces cas-là au large du Sénégal, tu pourras peut-être en parler, qui ramène beaucoup de vie, de plancton, et qui fait que ce sont des régions bénies des dieux en termes de pêche actuellement, mais ça risquerait d'être affecté. Voilà. Oui, ce sera affecté. Oui,
Le tableau est pas terrible, hein, mais bon, on va parler de la Non, mais on si, va il vaut mieux, switcher. le tableau, il est qu'il Oui. vaut mieux limiter le réchauffement climatique pour l'océan également, quand même. Hein. En tout cas, on parle beaucoup d'éco-anxiété en ce moment dans Ouais. chez Faut les pas jeunes. trop, ouais. Mais Ouais. l'éco-anxiété, ils ne sont pas anxieux parce que la situation est ce qu'elle est. Ils sont anxieux parce qu'on ne bouge pas. Oui. Si le monde était en route, si on se mettait tous en route, il n'y aurait plus d'anxiété. À partir du moment où vous êtes en route, vous êtes dans l'action, je peux vous dire que moi je suis dans l'action, je suis un optimiste né, je ne sais pas pourquoi, et je n'ai jamais inquiet. Parce que je suis dans l'action en fait. Et je suis dans l'action d'essayer de trouver des solutions, d'aider la science, de faire attention à ce qu'on consomme, etc., etc. À tous les niveaux possibles de ce que je vis. En tout cas, il faut vraiment comprendre que l'éco-anxiété, ce n'est pas la situation qu'on a aujourd'hui, c'est le fait qu'on ne va pas assez vite pour répondre à la question posée par Jean. Oui, alors, Et c'est un sacré défi à Oui. relever, je trouve, moi. Bien Il faut sûr, prendre c'est un comme un défi. défi, pas comme un problème. on était tout à l'heure avec des étudiants à l'UBS et qui ont une vingtaine d'années et qui effectivement se posaient la question, est-ce qu'il y a des raisons encore d'être optimiste? Alors, Oui. il y a quand même des défis qu'on a su relever, par exemple la couche d'ozone. Ça marche. Ok. La couche d'ozone, ça a marché. On Protocole parlait de de ça il y a Montréal, ça a 20 ans, marché. on a résolu le problème. Le problème des vaccins sur l'épidémie de Covid, ça a marché. On a mobilisé des moyens. Bon. Donc ça peut marcher. C'est ce qui doit nous garder un fond d'optimisme. Oui, ça peut marcher, mais là, le défi est vraiment... il y a cette inertie qui fait qu'il faut s'y mettre tout de suite. Ce qui est peut-être difficile à, disons, appréhender, c'est que c'est aujourd'hui que collectivement, nous décidons du climat Dans 20 ans. dans 20, 30, 40 ans. C'est ça la Ouais. difficulté. Donc il faut s'en persuader. On est là pour le redire. Donc oui, moi je suis comme Romain, je pense que c'est l'action. Il faut tout faire. Enfin, j'encourage vraiment à l'action. Et donc pour les jeunes, cette transition, elle se réalisera vers une neutralité carbone. Alors peut-être pas assez vite, mais Ouais. elle se réalisera parce qu'on ne peut pas imaginer un climat qui se réchauffe indéfiniment. Donc si on se place dans cette perspective, eh bien c'est un encouragement à l'action. Vraiment, chaque dixième de degré compte, il faut faire le maximum. Moi, je suis sur la même ligne que Romain, Ouais. c'est-à-dire il faut agir, il faut encourager les jeunes à agir. Je le redis, je me répète, mais c'est beaucoup de recherche, d'innovation, Ouais. mais aussi de prise en compte. Le mot sobriété doit être accepté d'une certaine façon. Regardez ce qu'on fait, son intérêt, son utilité. C'est tout cela le monde de demain. Mais je pense que c'est un monde plutôt attractif que le contraire. Oui, alors en préparant notre rencontre, là, je réfléchissais à vos deux personnalités. En fait, Jean, si je regarde ton parcours, tu racontes, j'allais dire, la même chose. Depuis Pas tout le temps. péjoratif, depuis tout Oui, le temps, c'est depuis vrai. 40 ans. C'est pas péjoratif. C'est pas péjoratif, évidemment. C'est vrai. Mais ce qu'il disait il y a 40 ans se mesure aujourd'hui, Se mesure aujourd'hui. à peu près. Non, Oui, oui, c'est je voulais revenir sur la réaction. C'est-à-dire, là, je vais plus parler aux marins. Oui. On partage ça, d'aimer la mer et de naviguer. Il y a des fois où le marin, ça arrive peu souvent, mais il y a une forme de péril pour lequel il faut agir, et agir tout de suite, autrement on y laisse sa peau. Voilà. Donc aujourd'hui, on est quand même dans cette situation-là, soyons clairs. Bon. Donc, quelles sont les formes les plus appropriées aujourd'hui pour donner un grand coup de barre? Si on part, par exemple, bon, tu as donné une interview à la revue Breton en printemps, ou un peu pour le printemps, bon, que j'ai lu. Donc, il y a une forme de désenchantement ou de désillusion, ou voilà. Donc, sous-entend, enfin, explicitement, les modes habituels de gouvernance ne conviennent pas. Ça ne passe pas, ça ne marche pas. D'accord? Donc, c'est un constat. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche? C'est-à-dire je lisais un autre papier hier ou avant-hier dans Courrier International sur un article paru dans Die Welt qui est une variation d'Extinction Rebellion, mais c'est Scientist Rebellion. D'accord? Je pense que tu connais le mouvement. Donc, entre faire confiance à des processus démocratiques qui ne débouchent sur rien, en tout cas pas suffisamment vite pour résoudre le problème, et aller sur des mouvements durs de ce type-là, la bonne solution, c'est quoi? Non, vas-y, Romain. Non, je pense que ce qui a été dit avant, c'est juste, hein, les textes sont là, l'accord de Paris est là, tout le monde a signé l'accord de Paris, à peu près, même la Chine, tout le monde, mais l'accord de Paris n'est pas appliqué. Oui. La mise en œuvre, Oui. elle ne vient pas. Oui.
Mais la mise en œuvre, c'est pas que aux politiques de la faire, la mise en œuvre. La mise en œuvre, c'est nous tous. Comment arriver à se dire que consommer moins, ben, finalement, on sera toujours aussi heureux. Et quand vous regardez chez vous, qu'est-ce que vous voulez emmener avec vous le jour où vous partez, parce qu'il y a une inondation qui arrive, et vous allez prendre 2 trucs avec vous. Le reste, vous allez le laisser en disant, ça, c'est pas grave, je peux vivre sans. Et je vous dis pas de retourner au temps des Amish, comme certains disent, c'est pas le sujet. Et je crois qu'on a pris une très mauvaise habitude, et il faut arriver à se dire, bah, finalement, je vais, par exemple, moi, je me dis souvent avec mes enfants, parce qu'on va prendre des trucs concrets, plutôt que de leur faire un cadeau, un énième truc, je vais leur acheter un objet, je leur offre des expériences. Je t'emmène voir quelque chose, je t'emmène vivre quelque chose, je t'emmène... Il n'y a rien qui va rester à la fin. À partir du moment où on y va en train, etc., et on fait attention à ce qu'on fait. Mais c'est ce message-là que je pense qu'il est important de comprendre. On va se souvenir des expériences qu'on va vivre. Les objets, on va les avoir une minute, et les enfants, ils sont un peu comme nous, finalement. Hein. Ils jouent avec 2 minutes, 3 minutes, 10 minutes, puis après, ils ne jouent plus avec jamais. Vous avez tous vécu ça, je pense. Et donc, je pense qu'il faut un peu réfléchir à ça pour préparer un peu comment on doit faire pour demain. Et les sujets de l'océan, tu parles beaucoup de l'océan, et en fait, tous les problèmes sont dans l'océan, beaucoup, mais toutes les solutions sont à terre. Les solutions au changement climatique, c'est à terre, ce qu'on fait. Solution au plastique, c'est à terre. Solution à la pollution des océans, c'est à terre que ça se passe. Et en fait, il ne faut pas chercher en mer à trouver comment on peut mieux protéger, on peut moins détruire les habitats en pêchant, c'est un vrai sujet. On peut faire des choses comme ça pour minimiser notre impact en mer, mais la vraie solution, elle est à terre, dans une société. Il va falloir l'accepter. On change. De toute façon, vous êtes tous poussés par les jeunes, vous avez tous dans votre famille des gens plus jeunes. Ils nous challengent sans arrêt sur pourquoi on prend l'avion, pourquoi on fait ci, pourquoi on a acheté ça, pourquoi... En tout cas, moi, c'est mon quotidien. Peut-être que je ne suis pas dans la France de tout le monde, mais n'empêche que ça commence à être une pression. Il y a une pression qui est très forte quand même, je trouve, qui arrive en France. Oui. On est allé, cette mission est allée au Brésil, on est allé en Afrique du Sud, on est allé... C'est sûr que là, c'est pas la même temporalité, c'est pas la même urgence, c'est pas les mêmes situations. Oui. Bon. Il est pessimiste sur l'océan. Par exemple, sur l'océan, on peut quand même... L'éolien en mer a quand même un potentiel. En termes de production d'énergie, il y a quand même un potentiel dans l'océan qu'il ne faut pas négliger, qu'on a trop longtemps négligé dans notre pays. Enfin, c'est au moins mon avis. Donc il y a quand même du potentiel, disons, de participation à la transformation de notre système énergétique à exploiter dans l'océan, me semble-t-il. Voilà, mais autrement, moi, ma déception, c'est, je dirais, dans les textes, mais même dans les discours, notre président nous dit... Bon, voilà, et je souhaiterais qu'il le fasse vraiment, c'est-à-dire que mon mandat sera écologique ou il ne sera pas, ou à peu près ça. L'ambition est là, il y a, disons, dans les textes, je redis, en France, on affiche moins 55% d'émissions de gaz à effet de serre maintenant à horizon 2050. Alors allons-y, faisons-le. À horizon 2030, excuse-moi. Hein, donc c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc c'est une action de maintenant. Et dans cette action... ce n'est pas forcément au gouvernement de la mettre en œuvre. Beaucoup de l'action pour lutter contre le réchauffement climatique, disons pour diminuer les émissions, et c'est vrai aussi pour l'adaptation qui est nécessaire, ça se passe ici, dans les territoires, dans les villes. Donc il y a une importance essentielle des élus locaux, des élus régionaux, y compris des élus locaux. Les problèmes d'adaptation, c'est là où ça se discute. Donc c'est là où se passent les choses aussi, dans les territoires, dans les villes. Et c'est l'attention qu'il faut porter quand on regarde les propositions des citoyens, se loger, se nourrir, se déplacer. Voilà, donc c'est tout cela. C'est aussi notre vie de tous les jours. Et donc on est quand même chacun d'entre nous directement concerné. Il ne faut pas toujours... Enfin bon, j'aimerais que les politiques, disons, tiennent leurs engagements, mais voilà, on est directement concerné. Les gens qu'on élit, la vie locale est importante. S'engager dans les associations peut l'être également. Bien. Écoutez, ce que je vous suggère, il nous reste une demi-heure, donc je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont peut-être envie de poser des questions. Je ne sais pas où est Christophe. Christophe est là. Voilà, et je vais récupérer ce... Je te laisse faire. Et on fera passer l'autre. Oui. OK. Donc, une première... On y va ? Il y a quelqu'un. Oui. Oui, est sorti hier, aujourd'hui, le rapport du WWF sur la biodiversité. Donc moins 69% d'invertébrés en 50 ans. 6e extinction de masse dont on parle, ça veut dire qu'il y en a eu 5 autres, et ça veut dire que la Terre a survécu à 5 autres extinctions de masse.
Est-ce que, certes, le réchauffement climatique va entraîner à terme, si on ne fait rien, la disparition de beaucoup d'espèces et sans doute de l'être humain, mais la Terre va continuer de vivre. On est d'accord? On est d'accord. Et d'autres espèces vont apparaître comme après les mammifères, enfin après les dinosaures qui ont permis l'apparition des mammifères, etc. Oui, alors pour préparer cet entretien, je suis allé d'abord dans ma propre bibliothèque et j'ai regardé ce que j'avais sur le sujet. En fait, j'avais un bouquin de Yves Pacalec, que vous connaissez Oui, sûrement, que je connais bien. qui oui, s'appelle bien sûr. L'humanité disparaîtra, bon débarras. Ouais, Bon, c'est vrai. on voit bien Je connais bien. ce qui est sous-jacent, c'est-à-dire qu'en fait, on a fait tellement de conneries qu'il est temps de laisser la place. Et effectivement, la thèse qui est sous-tendue, c'est qu'on débarrassera le plancher, mais d'autres nous survivront, entre guillemets. En tout cas, une partie de ce qui fait la nature survivra, bien sûr. Oui, mais le dernier rapport du GIEC nous dit de façon claire que le réchauffement climatique, s'il n'est pas maîtrisé, est une menace pour notre humanité et pour la nature qui nous entoure. C'est-à-dire que le réchauffement climatique est un accélérateur de perte de biodiversité. Oui, voilà, exactement. Donc, on ne peut pas dissocier les choses. Et bon, bien sûr, c'est plutôt, disons, anthropocentré de dire notre humanité est importante. Oui, mais c'est quand même, je crois, notre rôle en tant qu'humanité d'essayer, enfin, bon, en tout cas, enfin, moi, j'aimerais que, ben voilà, on a 7 petits-enfants déjà, j'aimerais que, enfin, vous tous ici, j'aimerais quand même que la vie soit agréable dans la deuxième partie de ce siècle. Et puis au-delà, c'est clair. Donc on peut, bien sûr, vous avez raison de dire que sur les longues échelles de temps, il n'y aura peut-être plus d'humanité, on sera peut-être remplacé. Mais moi, je suis attaché quand même à, disons, au prochain siècle où on sera encore là. Enfin, nos petits-enfants, on va dire petits-enfants. Donc j'ai quand même ce regard. Et vraiment, même par rapport à la nature, le réchauffement climatique sera extrêmement meurtrier dans certains cas. Disons, les animaux, la flore et la faune, la flore et la faune qui nous entourent souffrent énormément du réchauffement climatique. Autre question? Oui. Christophe? Ah pardon, oui, vous avez raison. J'ai une petite question sur l'oxygène. Est-ce qu'il y a un risque avec les dérèglements prévisibles que la fabrication d'oxygène en arrive à un petit problème par rapport aux besoins? Je ne voudrais pas rajouter de choses trop négatives, mais c'est une interrogation. On dit souvent que l'océan nous fait respirer une fois sur deux. Bon, en fait, l'oxygène a été créé par la vie sur la planète. Il y en a beaucoup dans l'atmosphère, 18%. Et l'océan ne produit pas chaque jour. Heureusement que l'océan ne produit pas chaque jour la moitié de l'oxygène qu'on a besoin pour le jour même. L'océan produit un tout petit peu d'oxygène chaque jour. Et les cycles comme ça sont... Moi, je ne vois pas une inquiétude sur les enjeux de perte d'oxygène dans les années qui viennent. En tout cas, on n'a jamais eu cette question-là sur la table. Par contre, oui. Il a raison de me rappeler, Jean. En fait, dans l'océan, quand la surface se réchauffe, elle devient l'eau chaude est plus légère que l'eau froide. Donc quand la surface se réchauffe en surface, l'océan ne coule plus. En fait, l'eau de surface reste en surface. Et elle n'a plus cette circulation verticale qui fait qu'elle prend l'oxygène des molécules dans l'eau au fond de l'océan, qu'elle remonte des nutriments. Ça s'arrête. On appelle ça des OMZ, des oxygène minimum zones. Elles sont dans les centres des grands gyres océaniques planétaires. Il y en a 5 ou 6 aujourd'hui dans le monde. Et elles grandissent. Effectivement, avec Tara, on a mis des sondes dans l'eau au large de Oman, nord de l'océan Indien, il y a quelques années. Il n'y avait pas une molécule d'oxygène entre 0 et 800 mètres de fond. Pas une. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de vie dans l'océan, sauf quelques bactéries qui n'ont pas besoin d'oxygène pour vivre. Et qui sont là, les poissons, ils arrivent, ils font demi-tour. C'est simple. Ça s'augmente avec le changement climatique qui stratifie l'océan. Finalement, l'océan devient des strates qui ne s'échangent plus verticalement. Vous connaissez bien tous les courants ici en Bretagne horizontaux. Il y a aussi des courants très importants dans l'océan qui sont des courants verticaux, de l'eau qui froidit et qui remonte. C'est des courants qu'on voit aussi dans l'atmosphère. Bonjour. Parmi les solutions à l'échelle individuelle, je suis toujours étonnée que la communauté scientifique parle peu de moins, voire de ne pas manger de protéines animales, que ce soit poisson ou viande, parce qu'en fait, on est en train de racler les océans.
On est en train de... Un Mais élevage... on en parle, on en parle. Ouais, bah, je trouve pas beaucoup. Enfin, Parce qu'on n'a pas encore abordé les solutions. Mais effectivement, 30% de votre impact CO2, c'est ce que vous mangez. À peu près 30%. Et donc c'est important ce qu'on mange. On a un peu mentionné tout à l'heure avec le méthane. Alors, Jean a dit, ça dépend ce qu'on mange. Le méthane, c'est produit par les animaux, les mammifères, notamment le bœuf, notamment. Mais évidemment que ce qu'on mange a beaucoup d'impact. Plus que de prendre le bus, que le vélo pour aller bosser. Beaucoup plus. Et si vous voulez avoir un vrai impact sur l'enjeu climatique dans votre quotidien, ce que vous mangez est majeur. C'est majeur. Ça n'a pas l'air comme ça. On se dit, bon, on peut faire un petit steak de temps en temps. Bon, moi, je ne vous dis pas de ne plus manger de poisson, je ne vous dis pas de ne plus manger de viande. Je vous dis juste, mangez-en une fois de temps en temps, et de la bonne et du bon poisson. Et puis voilà. Mais vous pouvez aussi devenir végétarien si vous voulez, ou vegan. Chacun fait ce qu'il veut aussi. Chacun met le curseur où il a envie de le mettre. Mais c'est sûr que c'est un enjeu majeur de changement, de transition. Oui. Bon, pour donner quelques chiffres, si tout le monde passait sur cette planète à un régime vegan, on gagnerait à peu près 7 milliards. On pourrait gagner jusqu'à 6-7 milliards de tonnes d'équivalent CO2, c'est-à-dire à peu près 10% de ce qu'on émet chaque année. Donc il faut quand même diminuer les émissions, hein, même si on change tous de régime alimentaire, ce qui ne veut pas dire, mais c'est pas loin d'être négligeable, mais effectivement nos émissions sont vraiment très importantes. Bonjour, vous avez évoqué tout à l'heure la circulation verticale, donc la plongée des eaux froides qui sont en fait des eaux chaudes qui ont remonté le long de l'océan dans un sens ou dans l'autre et qui arrivent à des endroits où la température est froide et qui plongent et qui laissent de la place pour de nouvelles eaux chaudes qui arrivent. Et donc ça fait en fait une circulation d'eau qui est elle-même une diffusion de l'énergie, de la chaleur. Donc je suis enseignant d'océanographie et j'ai un schéma en tête qui est très connu, qui est en fait ce qu'on appelle le tapis de la circulation océanique. Et cette circulation risque-t-elle, par ce changement global, risque-t-elle d'être stoppée, arrêtée d'une façon nette ou progressive? Et son arrêt n'entraîne-t-il pas un arrêt immédiat et sans appel de la vie, puisque c'est la distribution de la chaleur qui peut en fait de suite amener à soit une glaciation, soit un embrasement généralisé par endroits. Voilà. Donc, on va prendre le cas de la région qui nous concerne ici. Donc, on a en surface des eaux chaudes qui nous arrivent du golfe du Mexique, c'est le Gulf Stream. Et ensuite, vers le Grand Nord, il y a deux branches, donc une vers la mer de Norvège, une vers la mer du Labrador. Et donc, pour que le Gulf Stream fonctionne, et vous avez raison, il faut que, quand elles arrivent dans le Grand Nord, les eaux soient plus denses, que les eaux, disons, deviennent denses, et elles deviennent denses et elles sont froides et salées. Et donc, si on amène à la surface de l'océan des eaux douces, eh bien, ça risque de ralentir cette circulation. Actuellement, on le fait. Enfin, disons, ce qui se passe, c'est que chaque année, il y a des milliards de tonnes de glace. En fait, c'est équivalent à peu près à 1 mm d'élévation du niveau de la mer sur l'ensemble de la planète, mais localement, c'est très important, d'eau douce qui arrive dans l'Atlantique Nord à cause de la fonte du Groenland. Le Groenland diminue de volume. Donc effectivement, il y a peut-être des fluctuations du Gulf Stream, mais on pense plutôt à une modification. Il ne peut pas s'arrêter, il peut se déplacer. Et c'est probablement pas envisageable pour ce siècle-là, plutôt à échéance plus lointaine, mais imaginons que nous soyons, disons que nos arrière-petits-enfants sont à plus 3 degrés, s'ils sont adaptés, après tout, pourquoi pas, je veux dire dans 200 ou 300 ans, et le Gulf Stream s'arrête ou se modifie, eh bien dans nos régions, ça nous ramènerait aux températures actuelles. Ce n'est pas du tout cette image d'un arrêt du Gulf Stream et d'un retour à l'ère glaciaire est une image du film Le jour d'après, mais ça n'a aucune réalité. C'est-à-dire ce qui se passerait, donc il n'y aurait pas d'arrêt de la vie, mais ça serait extrêmement, ça secouerait quand même du point de vue écologique, économique ces régions, parce que dans une région comme ici, on pourrait
disons, prendre 3 degrés de moins, disons, en 10, 20 ou 30 ans. Et ça, en moyenne, ça serait, l'océan serait, disons, ça bouleverserait tout, mais c'est quand même ni un retour à l'ère glaciaire, ni une fin de la vie océanique, me semble-t-il. Et c'est probablement pas pour notre siècle. S'il n'y a pas de questions, je vais peut-être... Pardon, s'il y en a. Oui. Je ne vois rien. Oui, moi je voulais poser une question là sur le phytoplancton. J'avais lu il y a quelques temps de ça déjà, et j'espère que ma mémoire m'a pas trompé, que le phytoplancton dans le monde avait diminué de 40% entre 1950 et 2010. Est-ce que ces chiffres sont toujours vrais ou est-ce que l'évolution est toujours la même? Moi, on l'a jamais vérifié. Il y a il y a quelques mesures de stations marines en France, à Villefranche-sur-Mer. l'Ifremer en fait aussi, ici devant les côtes, des time series. Ils vont toutes les semaines mesurer ce qu'il y a comme... Bon, à Villefranche, il n'y a pas du tout cette diminution-là. Il y a aussi des Anglais qui trimballent derrière des bateaux depuis 95 ans, des recorders de plancton qui enregistrent le plancton. Et on ne voit pas d'évolution, comme vous dites. Hein. Donc, je ne crois pas que... Ici, et je pense que s'il y avait un changement, c'est que ça serait remplacé par d'autres phytoplanctons, en fait. Les espèces changent, adaptées plus ou moins. Donc c'est ce qu'on observerait. Je ne vois pas cette crainte-là, en tout cas. Mais effectivement, dans le phytoplancton, c'est énorme. Hein, en termes de biomasse dans les océans. 92%, le chiffre n'est pas très bien, mais en gros 90%, de la biomasse des océans, c'est microscopique. Les 10% qui restent, c'est les algues, les macroalgues, et puis les poissons qu'on connaît, les mammifères. Donc 90% de ce qui vit dans l'océan, c'est microscopique, et tous les 15 jours, ça se renouvelle. C'est un cycle de vie très très court, de 10, 15, parfois 2-3 jours. Donc c'est une véritable machine d'adaptation qu'on a devant nos côtes ici, et partout dans le monde. C'est ce qui fait que l'océan a cette résilience. On parle de cette résilience. On voit souvent parfois que dès qu'on lâche une pression sur un écosystème, sur une île par exemple, qu'on protège, qu'on arrête de polluer, qu'on arrête d'y mettre des ancres, qu'on arrête de pêcher autour, on voit en l'espace de 4-5 ans, c'est pareil sur les récifs coralliens, l'écosystème redevenir comme il était 20 ans plus tôt. Moi, c'est cette résilience-là de l'océan qui me rend aussi optimiste et qui me pousse à l'action, en fait. Parce qu'on voit un homme politique qui prend des décisions sur son territoire. Dans le temps de son mandat, il va voir la biodiversité se changer et la nature reprendre un peu plus ses droits. Et ces choses-là qu'il faut essayer de montrer, c'est qu'il y a des résultats. Changement climatique, effectivement, tout ce qu'on fait aujourd'hui, on verra les effets dans 20 ans. Il faut être altruiste, il faut y croire. Pour faire aujourd'hui, pour se dire ça va marcher dans 20 ans. C'est là la difficulté aujourd'hui d'ailleurs. Le Covid, on a tous eu peur. C'est cette peur de ce virus inconnu qui a fait confiner les Français. Obéir, les Français, tous se confiner en même temps. Personne n'y aurait cru. Mais on a tous eu peur en fait. Mais on n'a pas peur du changement climatique parce qu'il est beaucoup plus lointain. Lointain, sournois. Je crois que le Covid était sournois, mais alors, le changement climatique est beaucoup plus sournois. Ouais. Tu as raison. Bonsoir. Du coup, ça me permet de rebondir sur le Covid. Je ne pensais pas en parler, mais le Covid, les actions qui ont été faites pour stopper ont été politiques. Moi, le Covid, c'était quelque chose de très abstrait. Je n'ai pas eu le Covid, enfin, très peu de... Je n'ai pas eu une forme sévère du Covid, je n'ai pas eu de personnes qui ont eu de forme sévère du Covid, mais par contre, on a eu vraiment des actions politiques concrètes qui ont stoppé l'épidémie. Et du coup, ma question, c'est est-ce que le rôle des scientifiques et du GIEC et autres est seulement de faire un constat de la situation, et vous dites que vous ne faisiez pas de recommandations politiques. Est-ce que ce ne serait pas intelligent, notamment, de faire des recommandations politiques, alors le GIEC ou autres, pour que justement il y ait des vraies actions concrètes, parce qu'on renvoyait uniquement à la responsabilité citoyenne. Je pense qu'ici on est tous, sensibles à ces questions-là, et on est tous au-dessus des 2 tonnes d'équivalent CO2 par personne. Enfin, peut-être qu'il y en a qui sont en dessous, mais je pense qu'on est une grande majorité au-dessus. Et on est une population sensible à ces questions-là. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas quand même des
solutions et des actions politiques plus concrètes, comme on a pu le voir pour le Covid par exemple. Oui, des actions politiques concrètes, oui. Mais je ne pense pas, on rediscute à chaque cycle du GIEC, de la mission du GIEC, et nous pensons collectivement, la force du GIEC, c'est l'expertise collective, ça c'est très important. Le fait qu'il y a effectivement beaucoup de cycles de révision du rapport, chacun peut apporter son regard, mais c'est surtout la force du GIEC, ce fait de ne pas faire de recommandations. Disons, je crois que nous perdrions notre crédibilité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'investir. Moi, je m'investis, y compris, je dirais, dans la sphère politique. Disons, par exemple, je me suis investi auprès des citoyens, j'étais dans le comité de gouvernance, mais ce qui se passe généralement, c'est que, eh bien, quand on parle de décision, par exemple, je me souviendrai toujours d'Emmanuel Macron, 150 propositions, et voilà, 3 jokers, dont un, je ne prends pas le 110 km/h sur l'autoroute parce que ça déplairait aux gens. Donc voilà, c'est là aussi cette absence, enfin bon voilà, mais c'est probablement vrai d'ailleurs, hein, mais voilà, c'est comment un politique entraîne une nation dans une stratégie. Tu as raison de dire, pour le Covid, tout le monde a obéi, c'est peut-être ce qu'il faudrait faire pour le climat, mais malheureusement, moi je ne crois pas que la solution, alors je suis pour l'action politique en tant que citoyen et je m'engage aussi, mais pas. Je crois que le GIEC doit garder sa stratégie de faire un constat, et je le redis, ça ne marche pas si mal le lien avec la décision politique. C'est entre les textes et la réalité qu'il y a un fossé, et ça c'est notre rôle de citoyen. Je ne crois pas que ce soit mon rôle de scientifique de combler ce fossé, mais en tant que citoyen, je pense que c'est important et je m'engage aussi politiquement pour essayer d'y contribuer. Si je peux reprendre la parole 2 secondes avant la prochaine question, mais sur la oui, tu peux, Thierry. Merci, Jean. Sur la façon de se positionner, en fait, il y a quelque chose à pas évoquer. Enfin, il y a 3 registres, en gros. Il y a des gens qui, aujourd'hui, font confiance à la technologie en disant, de toute façon, on va trouver des solutions. Alors, on va trouver des solutions, ça prend de multiples aspects. Ça peut être... on va trouver des solutions, on trouvera une autre Terre, on va aller sur Mars, on vivra tous dans le métavers, pourquoi pas. Voilà, donc ça c'est une espèce de posture irrationnelle qui permet de s'affranchir des contraintes et puis de dire après tout basta, mais on fait quand même, on peut quand même aussi imaginer une part de sincérité, même si ça nous paraît assez stupide, mais ça peut être malgré tout sincère. Bon. À l'opposé, il y a cette espèce de mot tabou, on parle de décroissance. Alors la décroissance, on l'a très mal connoté parce que qu'est-ce que c'est que la croissance? En fait, si on travaillait sur les mots, la croissance, c'est d'une certaine façon occidentale de voir ce qu'est la croissance. C'est ce dont tu parlais tout à l'heure. C'est plus de biens, plus de choses à notre disposition, etc. Mais il y a d'autres façons de mesurer le plaisir et le bien-être. Et ce n'est pas forcément renoncer à bien vivre que de changer nos indicateurs de croissance. Bien. Et puis, alors, cette espèce de position mi-chèvre, mi-chou, là, il consiste à dire on va être dans la sobriété. Bon, c'est le mot, tout est sobre en ce moment, donc il faut que nous soyons sobres. Alors, j'ai envie de dire, dans quel registre du spectre vous situez-vous? Moi, je commence alors. Bien, pour dire comment j'imagine la sobriété, je vais donner 2 mesures justement des citoyens, qui sont des mesures de sobriété. La limitation à 110 km/h est une mesure de sobriété. Une seconde mesure de sobriété, par exemple, ne pas prendre l'avion disons en France pratiquement, c'était une mesure de sobriété. Une autre mesure de sobriété, c'est ce constat très clair que ce sont les véhicules lourds, les SUV, qui contribuent à l'augmentation des émissions dans la mobilité en France, et donc inciter les gens à s'orienter vers des véhicules plus légers, qui soient d'ailleurs thermiques ou électriques. Le problème est un peu le même. Donc la sobriété, pour moi, ce type de sobriété, c'est celui-là qu'il faudrait d'ailleurs mettre en œuvre dans une première étape, n'est pour moi pas du tout, n'entraîne pas une diminution de la qualité de vie. Je ne vois pas en quoi. Voilà, donc on peut être tout aussi heureux. D'ailleurs, je donne souvent l'exemple de la Bretagne. Je crois qu'il n'y a pas d'endroit où on peut aller à 130 en Bretagne ou 150 sur l'autoroute, on n'en a pas.
Donc on vit quand même heureux en Bretagne, soyons clairs. Donc des choses comme ça. Donc la sobriété, ça dépend ce que l'on met sous la sobriété. Ça peut être la sobriété alimentaire quand on parle de régime vegan. Donc je pense qu'il y a des véganes qui sont très heureux de vivre leur régime. Donc il ne faut pas non plus, disons, affubler ce mot de sobriété de quelque chose de négatif. Alors je ne veux pas non plus aller du côté de Pierre Rabhi, sobriété heureuse, mais je pense qu'on n'arrivera pas à lutter efficacement contre le réchauffement climatique si on ne se pose pas des questions sur ce que l'on fait. S'il faut toujours faire plus, toujours consommer plus, on n'arrivera pas. Donc à un moment, il faut aussi se poser des questions sur l'intérêt de telle décision, sur le plaisir que ça apporte ou sur l'absence de plaisir. Donc c'est quand même un peu ça. Je dis souvent, en termes d'énergie, l'efficacité énergétique, c'est faire plus de choses avec moins d'énergie, c'est bien. La sobriété, c'est regarder ce que l'on fait et se poser des questions à chaque fois. C'est ça la sobriété. C'est pas du tout, il ne faut pas le mettre sous un vocable négatif. Moi, j'ai envie de m'inspirer de la nature, en fait. La nature est sobre. Le vivant est très sobre. Il n'y a rien que le vivant consomme qui n'est pas recyclé, qui n'est pas repris par un autre, qui n'est pas réutilisé, qui n'est pas revalorisé. Dans la vie, sur la planète aujourd'hui, tout ce que la vie génère est utilisé à 100%, mais à plus que 100%, à 1000%. Les cycles, comment arriver demain aussi, dans notre consommation, dans notre façon de vivre, à être bien plus dans ce schéma-là de sobriété. Consommer moins, le vivant ne prend que ce qu'il a besoin pour vivre. Et quelque part, c'est ça qu'on doit atteindre. Arriver à coller à cette nature, d'apprendre d'elle comment elle fait, pour ne toujours tout transformer, ce qui n'est jamais rien jeté, en fait. Dans la nature, tout se transforme, c'est une chose intéressante. Et je pense que aussi, moi, j'encourage aussi à mesurer, finalement, pour savoir si où on est dans notre vie de tous les jours. Il faut mesurer, il y a plein d'outils pour mesurer notre impact. Moi, je le fais. Moi, je crois que ma femme et moi, certaines années, on a 7 tonnes, parfois on a 8 tonnes, parfois on a 9 tonnes. Ça évolue entre 7 et 9 tonnes. Il faut qu'on descende dans les années qui viennent à 2 tonnes. On ne va pas le faire tout seul, 2 tonnes. Ce n'est pas nous tout seuls, dans le comportement de vie, qu'on va arriver à 2 tonnes. C'est parce que, comme tu l'as dit, Jean, c'est que nous, on va faire un geste. On va peut-être gagner 20% dans notre consommation, dans nos choix de consommation, dans notre équipement, etc. Mais c'est les collectivités, c'est la collectivité qui doit aussi trouver les moyens de mettre en place, c'est ce qui se passe ici à l'échelle de l'Orient, avec le méthane, le biométhane qui est récupéré dans les poubelles. Il y a 10 villes en France qui récupèrent le compost. Il y en a 10, il y en avait 10 il y a 5 ans. Et l'Orient, on le fait ici depuis 15 ans. Donc pour faire du biométhane, pour faire de l'engrais qui va dans les bus, qui va dans... Bref, c'est anecdotique, mais c'est là où moi, j'ai toujours été, jamais soit l'un, soit l'autre. Moi, je crois qu'il faut la technologie pour répondre à des questions comme ça. Il faut du comportement de chacun. Il faut arriver à coller cette sobriété naturelle que la nature a inventée et ne rien inventer de plus. Et opposer les technos avec les haltères, ça mène à rien, en fait. Moi, je trouve que ça ne mène à rien. Ok. Dans cette salle, il y a, je ne les vois pas, mais à gauche, il y a des lycéens, je crois. Et je ne sais pas où est Christophe. Je suis là. Est-ce que tu pourrais voir s'il n'y a pas des questions, les jeunes gens là-bas au fond? Attends. Je vais aller voir les lycéens d'abord. Il y a un vieux lycéen. Il y a un lycéen là. Ouais. Ouais, un vieux lycéen, ouais. Oui, en vous entendant, est-ce qu'on ne devrait pas revenir au rapport Mido et le remettre d'actualité? À 100%. Il a tout dit, ce rapport, à l'époque. Oui. Notamment sur le consommation. Rapport du Club de Rome. Non, alors oui, j'ai eu la chance, parce que c'est une véritable chance d'avoir une table ronde avec Denis Meadows il y a 15 jours maintenant, il y a 2 semaines. Donc on a remis, l'ENS Lyon a remis le diplôme d'honoris causa à Denis Meadows. Donc on a une table ronde, j'ai passé l'après-midi avec Denis Meadows, c'était très prenant, c'est vrai. Puis donc, quand il a fait le rapport du Club de Rome avec sa femme et puis un autre, ils étaient 3, donc il avait 30 ans en 70. Le rapport du Club de Rome est publié en 72, il avait 82 ans, en bonne forme. Donc dans le rapport du Club de Rome, on ne parle pas de climat. Mais maintenant, Denis Meadows a suivi tout ça et il maintient ce qu'il dit ce que dit le Club de Rome,
le principal message du Club de Rome, c'est qu'on ne peut pas avoir une croissance infinie dans un monde fini. Et ça reste vraiment très ancré dans sa philosophie. Et il voit bien, y compris en termes de population, il voit plutôt peut-être la population décroître à un certain moment. Donc oui, Denis Meadows reste Denis Meadows et c'est assez intéressant. Enfin, c'était très, très intéressant de discuter avec lui et très poignant, c'est vrai. Voilà. Le rapport est toujours là. Non, mais il est actualisé. Tous les 10 ans, il est actualisé. Donc il y a des gens qui font l'effort d'actualiser le rapport Meadows. Donc il y a de nouvelles courbes. Oui. Au passage, ça rappelle d'ailleurs pour les vieux 68ards qui sont ici, s'il y en a. Il y en a. Il y a quelques vieux 68ards. Donc il y avait un slogan en 68, on ne tombe pas amoureux d'un taux de croissance. Et je me souviens avoir planché là-dessus à la fac quelques années plus tard. Voilà. On ne tombe pas amoureux. C'est la même problématique, on n'est pas sorti. 50 ans plus tard, quasiment. Bon. Et nos jeunes du bout là-bas, On a encore 5 minutes. on a encore 5 minutes, me dit Jean. J'aimerais Alors, bien avoir des questions des jeunes. moi, c'était par rapport, pour réagir à ce que vous aviez dit tout à l'heure par rapport à vivre sobrement. Vous avez dit du coup qu'il fallait, entre guillemets, s'affranchir de tout ce qui n'était pas nécessaire à l'homme. Est-ce que c'est, enfin, dans une certaine manière, est-ce que c'est pas nier l'évolution technologique au fur et à mesure des années et puis au final s'affranchir de juste se nourrir de ce que la nature peut nous offrir? Est-ce qu'au final c'est pas aussi se résulter à ne pas chercher à la comprendre? Donc, bon, voilà. Par rapport à l'innovation, moi je suis pour un monde qui bouge. Je ne crois pas qu'on puisse, enfin, on ne peut pas arrêter, disons, ce mouvement qui est vers un monde différent. Je dirais le monde que je connais aujourd'hui et que Thierry connaît aujourd'hui. Romain est plus jeune quand même. Mais bon, c'est pas le même monde, même de 68 ou d'avant 68. Il y a eu quand même un changement majeur. Donc vous connaîtrez, les jeunes, un changement, mais il faudrait... Donc moi je crois à la technologie, à l'innovation, mais il faut vraiment que cette innovation nous aide à aller vers la neutralité carbone. Disons, les innovations qui vont être génératrices d'émissions de gaz carbonique et tout ça, il faut quand même essayer de s'en affranchir. Donc je suis pour un monde qui bouge, voilà, mais vraiment avec cette attention portée vers cette transition écologique au sens large. C'est pas que la neutralité carbone, il y a la biodiversité, il y a tout. Comment on fait pour qu'on innove, mais que cette innovation vienne ajouter une pierre à l'édifice, mais vraiment vers cette vie qui, à mon avis, je suis persuadé qu'une fois la transition, disons, réussie ou atteinte, c'est quand même une meilleure qualité de vie. Je veux dire, les combustibles fossiles en eux-mêmes n'apportent pas de la qualité de vie. Ils apportent de l'énergie, mais ils apportent beaucoup de pollution sonore, disons de la pollution urbaine, de la pollution industrielle. Je vois pas. Et c'est aussi un monde, a priori peut-être plus égalitaire, en tout cas plus solidaire. Pour y arriver, il faut aussi imaginer un monde où il y a plus de solidarité. Donc, il ne faut pas voir cette transition comme quelque chose de négatif. Il ne faut pas voir ça comme quelque chose de figé. Pour moi, c'est dans l'action, avec beaucoup de recherche, mais avec une action extrêmement dirigée vers un objectif qui devrait être l'objectif commun de notre humanité pour les prochaines décennies. J'ajoute aussi, on vient de passer 6 mois en Afrique avec Tara, dans des pays comme la Namibie, l'Angola, le Congo, la Gambie. Donc ça aide beaucoup à relativiser cette idée du tout technologique en fait, qui peut être entendable dans les pays riches, mais qui, quand on se frotte à ces pays qu'on a traversés depuis 6 mois, on se dit, bon, la technologie ne sera peut-être pas forcément tout de suite à l'échelle en fait. Donc il faut bien évidemment qu'il faut continuer à avancer sur ces sujets-là, mais il y a l'innovation sociale aussi, innovation qu'il faut... En fait, il faut faire feu de tout bois. Je veux dire, faut arrêter de poser tout pour pas avancer. On passe notre temps à opposer la technologie contre le social, parce qu'en fait, les gens veulent pas avancer. En fait, il faut y aller partout dans l'innovation, dans l'engagement, dans l'action. Il n'y a pas besoin de trop réfléchir là. Il faut s'engager maintenant. Il faut y aller. Et puis, ça rend heureux. Ça rend heureux. Ça fait croître le bonheur, Thierry, dont tu parlais tout à l'heure, de s'engager. En tout cas, ça marche très très bien. Ce serait une super conclusion, mais on a quand même le temps de prendre une ou deux questions. Une petite question. On a vu dans la presse une silhouette d'un autre bateau pour Tara. C'est quoi l'avenir et c'est quoi les futures expéditions?
Si quoi, vous avez dit? J'ai vu une silhouette de bateau dans la presse, un peu différente, un nouveau navire. Et pour faire quoi? On est allé au pôle Nord il y a quelques années, 15 ans. On est allé s'intéresser à la physique. Donc on est allé s'intéresser à ce que fait Jean, comprend les enjeux climato, glaciologiques, thermodynamiques et océans, gaz de mer, hein, ouais. Et depuis on a fait beaucoup de biologie. Et en fait, dans la glace au pôle Nord, il y a énormément de choses qu'on n'a jamais eu l'occasion de voir. Cette glace au pôle Nord, dans les 20 ans qui viennent, elle va sans doute fondre chaque année et regeler chaque hiver. Mais cette glace qui résiste à l'été, elle n'existera plus peut-être, si ça continue comme ça. Et donc il y a une volonté de toute la communauté scientifique autour de Tara de déployer une station scientifique dérivante au pôle Nord, comme Tara l'a fait il y a 15 ans, en dérive dans la glace au pôle Nord, avec un bateau qui va être fait pour ça, qui va essayer de le faire le plus sobrement possible aussi. On va pas mettre de l'hydrogène, on va pas inventer n'importe quoi pour mettre des gens dans la glace avec une technologie qui n'est pas forcément très fiable. Mais ça, en tout cas, ce bateau, il va concentrer tous les enjeux d'aujourd'hui. Comment j'isole mieux mon habitat, comment je suis plus efficient énergétiquement, comment je prends du carburant biosourcé, etc., etc. Ça va être un concentré de celle-là, et j'espère qu'on va commencer à le construire dans les mois qui viennent. Donc c'est d'avoir un deuxième bateau qui va s'intéresser qu'aux enjeux du pôle Nord. Et le pôle Nord est une véritable sentinelle du changement climatique. Il se réchauffe 3 à 4 fois plus vite qu'ailleurs dans le monde. Et donc ce qu'on voit au pôle Nord, c'est un peu ce qui va se passer sur la biologie, en tout cas sur le vivant, dans nos contrées, dans les 50 prochaines années. Donc voilà pourquoi on fait ça. Et on est en train d'arriver à ficeler le projet, donc on est ravis de cette seconde aventure, cette plus grande aventure de Tara qui va continuer. En tout cas, j'ai 47 ans, j'ai pas fini tout de suite de me travailler. Regardez, lui est encore là. Bien. Merci infiniment à Jean et à Romain. Je raccompagne Jean au train qui ne prend pas l'avion ni un char à voile comme les gens du PSG. Voilà.